Habitation de fortune, logement insalubre, installation anarchique. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, est devenue graduellement un foyer urbain à la densité élevée et où le logement est à l'évidence en crise. Si la réponse de l'État, bien souvent traduite par des déguerpissements, n'a rien de nouveau, eh bien la condition de ces opérations ou la question de la condition de ces opérations et de la responsabilité des autorités dans la création d'alternatives pour les personnes concernées, elle continue de se poser. On va la poser justement dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Ça commence tout de suite, surtout ne bougez pas. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, Kadi, Didja, ça va? Vous allez bien? Je vois de nouvelles têtes. Ouais, tu veux dire de nouvelles coiffures? Je veux dire de nouvelles têtes. Et Didja, elle, c'est la nouvelle tendance en ce moment au Nigeria. Ouais. C'est vrai, au Nigeria? Oui, au Nigeria. Pas que apparemment. Pas que, ouais. Pas que. Un peu en mode Beyoncé, un peu blonde là. Bon, on sait qui est en train de faire ça au Nigeria, mais on n'a pas envie de dire son nom. Non, c'est pas son nom. Bon, alors, les filles, on parle du déguerpissement et de l'urbanisation à Abidjan. Depuis quelques années, on remarque que la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers... on a de grosses constructions, on a de grandes constructions. L'État veut nous envoyer à Dubaï, quoi. Tu vois, ils veulent que la Côte d'Ivoire ressemble à Dubaï. Et on est d'accord, c'est bien. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont déguerpies. On les appelle les bas quartiers, on les appelle les taudis. En tout cas, on a des noms pour les qualifier, mais en tout cas, c'est des personnes, c'est des êtres humains, c'est des gens qui ont des familles, des enfants, qui sont déguerpis tout le temps et qui se retrouvent finalement sans logement. Donc, c'est peut-être un mal nécessaire si on veut aller à un certain développement, mais en même temps, ça fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et je pense que ça a alimenté beaucoup de débats sur les réseaux sociaux et donc aujourd'hui, on profite pour en parler. Qu'est-ce que vous pensez du déguerpissement à Abidjan? Alors, on en a parlé une fois, je crois que c'était un clash pour moi. Ouais. Je pense que c'est bien, comme tu as dit, de rendre la ville beaucoup plus attrayante. Mais malheureusement, Abidjan est en train de devenir une ville qui ne sera plus accessible. Je me demande d'ici 5 ans, est-ce que tout le monde pourra avoir un logement décent à Abidjan? Parce que autant on déguerpit soit pour créer des routes, soit pour faire des constructions modernes, autant tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ces maisons-là. Donc ceux qui étaient là se retrouvent dans une situation encore plus précaire que celle dans laquelle ils étaient avant. Et je trouve ça bien dommage parce que la plupart du temps, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On vous chasse, vous partez de là et puis c'est fini, on s'en fout. Ouais. Donc je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pour toucher qui est de droit et puis voilà, ouais. ce que ça va donner. Je pense que tu l'as très bien expliqué, la situation. Après, c'est vrai que je pense que tout ce qui va être société en développement et ville en développement, donc quand on est dans un pôle urbain qui grandit, c'est un petit peu inévitable de voir donc des constructions un peu plus standards et conventionnées qui voient le jour. Surtout qu'on a un petit peu affaire, si j'ai bien compris, dans les situations de déguerpissement, à des logements un petit peu insalubres ou à des installations un petit peu anarchiques qui ne sont pas forcément réglementées et qui peuvent être des installations à risque. Ceci dit, effectivement, il s'agit de personnes qui vivent dans ces habitations ou même de personnes qui ont de ces petits commerces dont ils vivent. Et il faut créer les conditions soit de relocalisation de ces personnes-là, soit d'autonomisation de ces personnes-là pour qu'elles puissent s'installer dans d'autres logements, peut-être des logements sociaux. Quoi qu'il en soit, clairement, la question se pose et le problème n'est pas vraiment, je pense, réglé de manière... pas du tout. Il n'est pas bien réglé, en fait. Et c'est ça. C'est là, je vous rejoins toutes les deux, parce qu'en même temps, moi, je pense qu'il y a une trop forte concentration de développement à Abidjan. Ouais. C'est ce qui fait que les gens ne veulent pas aller forcément à l'intérieur. Si on développait aussi l'intérieur de la même façon on développait à Abidjan, il y a des gens qui allaient prendre leur bagage pour s'asseoir il faut urbaniser aussi d'autres pôles. Du coup, il se dit que s'il va dans un village, lui, il fait comment pour vivre, il fait comment pour... Donc, il faut que ça soit un peu équilibré. Et même économiquement, il y a un peu plus de choses à faire. Tu vois, le travail ici, à Abidjan, on a 90% des entreprises qui sont ici. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, c'est un problème et on va essayer de voir ce qu'on peut apporter à notre échelle. En tout cas, comme tous les jours, on vous pose la question et on a demandé aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez du déguerpissement à Abidjan. On écoute certaines de vos réponses.
Bon, moi, je pense que le déguerpissement, si c'est pour faire des travaux sur une route que les gens sont installés, on doit les faire partie pour que les travaux puissent avancer. Ce n'est pas pour dire non, ils sont contre quelqu'un ou pas. Non, ce n'est pas ça. C'est juste pour que les travaux avancent. Donc, il y a des sites même où la population ne doit même pas s'installer. On les laisse s'installer, maintenant après, pour les faire partir, ça devient un problème. Or, c'est tout à fait normal. Donc, ils doivent partir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais on fait avec, sinon c'est pas facile. Hein, la vie qui est dure là, c'est pas facile. Même pas facile même. C'est aussi qu'on casse les maisons, on les donne rien. En tout cas, ils n'ont qu'à essayer de voir quoi. Sinon, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile du tout. Bon, moi, chez moi, c'est pas quelque chose qui est grave. Lorsqu'il y a une maison qui n'est pas bien placée, si c'est sur la route, on doit libérer les voies pour avoir les caniveaux, pour que l'eau passe. Parce qu'une fois que s'il n'y a pas de caniveau, que de l'eau passe là, il y aura des dégâts forcés. Si il y a un caniveau bouché, il y aura des dégâts dans la ville. Donc moi, chez moi, si ta maison est sur la route, si on vient te dire de libérer la maison, c'est normal, tu dois libérer. Ouais, les gars là. Hein. Non, mais tu sais, souvent, quand tu n'es pas dans une situation, là, c'est là que tu parles comme ça. Ouais. La fille, là, tu sens qu'elle connaît quelqu'un qui a. Parce qu'on comprend. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on avance. Hein. C'est tellement normal. Et puis, souvent, on est obligé de minimiser les risques. C'est-à-dire, tu mets sur une balance, en fait. Voilà, tu te dis, le développement est plus important que certaines choses. Mais en même temps, faut te dire que c'est ceux-là qui vont devenir demain des braqueurs, qui vont devenir des voleurs parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Puis en réalité, quand tu fais la balance, tu ne devrais pas dire que le développement est plus important que le développement humain. C'est surtout qu'il faut essayer de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de moderniser la ville, de la faire grandir tout en garantissant certains droits. Ça dépend de qui fait la balance. Hein, ça dépend. Bon, écoutez, les filles, on va accueillir tout de suite nos invités en plateau pour en parler dans le détail. Nous avons aujourd'hui donc Kokou Nguessan, qui est le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, qui va nous rejoindre en plateau. Philippe Gadou, président des syndics des Guerpis de Cocody Danga. Et monsieur Zakaria Kosobé, secrétaire général du syndic des Guerpis de Cocody Danga. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous allez bien, messieurs? Très bien. On se porte bien. Vous, c'est pas la première fois, vous êtes déjà passé ici. Je suis un habitué. D'accord, exactement. Vous êtes un habitué et bienvenue au nouveau. Alors, on va parler aujourd'hui du déguerpissement des populations. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en Côte d'Ivoire. Et qui vous concerne directement, d'ailleurs. Et juste avant de vous entendre sur la question, on va regarder ensemble ce reportage et on revient juste après pour le débrief. On regarde. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est en pleine croissance. Elle s'est développée à grande vitesse depuis une décennie. Un 4e pont est en construction. La première ligne de métro d'Afrique francophone subsaharienne est en projet. Cependant, cette urbanisation galopante a des conséquences sur les populations les plus modestes. Nombre d'entre elles se sont installées de fait sur des espaces autrefois occupés, aujourd'hui réquisitionnés. La modernisation de la ville passe par le déguerpissement des quartiers de logements anarchiques. En 2018, 77 familles sont déguerpies de leur logement dans la commune de Cocody, dans le quartier d'Anga, suite à une décision judiciaire. Philippe en fait partie. Sa famille y vivait depuis plusieurs générations. Plus de peur, c'est comme tu ne t'attendais pas et puis le matin on vient, tu vois un cordon de policiers, de GMI qui sont là. Bon, aujourd'hui on se retrouve un peu dispersés, mais Dieu faisant que je sais au moins où tout le monde habite, que je visite de temps en temps, ils sont obligés, Blocos, Anono, 2 plateaux. Bon, on est obligé de faire avec. Parce que ce n'est pas quelque chose où on s'entendait. On s'entendait à discuter parce qu'on te donne 3 mois. On prend toutes les dispositions. Parce que même vous savez, même dans la loi actuelle, on ne peut pas venir vider quelqu'un le même jour. C'est ce qui a été fait ici. Ce n'est pas gaz lacrymogène. Ils sont venus un matin. Et tout le monde a suivi ça. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji, propriétaire des lieux, propose à l'époque aux habitants 1 million de francs CFA comme dédommagement, une somme que les habitants jugent insuffisante. On avait pratiquement 200 enfants qui à l'école, sinon plus. Et ça veut dire que le même jour où ils ont cassé le quartier, le même jour où la pluie est venue, on a pratiquement tout perdu. Moi je ne sais pas, je ne peux même pas compter la valeur de ce qui est perdu. Nous sommes 17 familles qui n'ont pas pris 1 million. Moi, je vais prendre 1 million pour faire Abidjan. Et payer pour Abidjan. Pour dire que j'ai pris 1 million.
Ça peut rien faire. C'est une malédiction pour moi. Si une grande majorité des déguerpis a pu compter sur l'aide de parents ou proches pour trouver un endroit où vivre, certains ont élu domicile depuis 3 ans dans ces baraques de fortune en bordure de route. Ils ont pris le quartier, mais c'est un peu écœurant parce que là, si c'était pour que le quartier reste vide comme ça, on pourrait nous laisser encore là-bas. On demande toujours, on a toujours demandé. Et le président l'a toujours dit dans sa politique qu'il ne voit rien toi. Donc je crois bien que c'est ça, c'est ce qu'on demande. On demande toujours la main tendue pour les discussions et essayer de voir comment ces habitants-là qui vivent aujourd'hui, nous sommes à près de 12 morts. Des vieilles personnes, des jeunes personnes, qui ne savent même, qui ne s'attendaient pas à ça, ils sont retrouvés quelque part, ou peut-être une petite maladie, là, plus bon. Abidjan compte environ 5 millions d'habitants, dont plus d'un 5e vivent dans des quartiers précaires. Posséder un logement décent est loin d'être accessible à tous. Avec un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan, la Côte d'Ivoire connaît une véritable crise de logement depuis plusieurs années. Alors, monsieur Philippe et monsieur Zakaria, avant juste de vous donner la parole, je pense qu'il est important quand même de définir un petit peu les choses et de comprendre ce que c'est exactement le déguerpissement, surtout dans le contexte ivoirien, dans le contexte abidjanais en particulier. Alors, on parle d'une opération par laquelle il est fait obligation pour des motifs d'utilité publique à des occupants d'une terre appartenant à la puissance publique de l'évacuer. Et donc, il s'agit donc de mettre fin à une situation d'occupation illégale de terrain. Je vais vous poser la question à vous, monsieur Nguessan. Est-ce que dans le contexte abidjanais, les déguerpissements qui ont lieu très fréquemment entrent dans cette définition? Merci et merci à la NCI de nous donner la parole ce jour. Je pense que c'est bien. Et le déguerpissement le déguerpissement à Abidjan rentre dans ce contexte. L'État ivoirien est un État organisé. La Côte d'Ivoire a mis tous les éléments en place pour permettre à tout un chacun de jouer sa partition. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a légiféré sur un certain nombre d'éléments qu'on doit prendre en compte. Quand on construit un quartier, une ville, il y a ce qu'on appelle un plan, c'est-à-dire le plan de la ville. Dans ce plan, il y a des réserves, c'est-à-dire il y a des terrains qu'on vend qui sont destinés à la construction. Il y a des réserves d'État qu'on dit, bon, ben écoutez, ça a été réservé là où on doit construire soit une école, soit un hôpital, soit un marché. Absolument. Et l'homme, comme on dit, le citoyen lambda, veut toujours avoir quelque chose sans effort. Donc, quand il voit un terrain qui n'est pas occupé, un terrain nu, il va s'installer. Sans demander à la mairie ni à la construction. Il s'installe et puis il fait de là son lieu de commerce ou bien son lieu d'habitation. Quand Pierre a vu que Paul a construit, Pierre vient et construit. Ainsi de suite. Et ils vont coloniser cet espace pendant des années. L'État, lui, il l'a réservé pour quelque chose. Dans son document, c'est une réserve. Le jour que l'État va avoir les moyens pour dire « je vais construire une école ou bien un hôpital à cet endroit », il va trouver qu'il y a des gens. Mais vous êtes assis là, sans aucun papier. Donc, on vient, on vous dit, bon, c'est vrai, on ne peut pas du coup comme ça tomber sur vous pour dire, allez-y le même jour. On vous adresse un petit papier qu'on appelle mise en demeure. Les tractations en tractation, on vous dit, bon, ben, écoutez, vous avez tel nombre de jours pour pouvoir vider les lieux, évacuer. Vider les lieux. Ben, l'homme, comme nous, très souvent, on a la tête dure, comme on le dit généralement, on dit non. Ici, là, on est là depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est chez nous, quoi. Oui. C'est ce qu'on dit, généralement. Depuis 30 ans, on est là. Donc, c'est là, on vit, on ne peut pas partir.
quelqu'un va sortir de là, dit, bon, ben, je connais quelqu'un d'autre de l'autre côté, bon, écoute, je vais aller le voir, donnez-moi de l'argent pour que je le voie, alors que l'État a déjà prévu. Ouais. Donc, quand on vous donne les documents, ça veut dire que c'est prêt, vous devez partir. Excusez-moi de vous interrompre. Tout à l'heure, vous avez dit que les gens sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais les mairies existent. Pourquoi est-ce que quand on voit que des populations commencent à s'installer sur un terrain de l'État, on ne dit pas tout de suite, vous n'avez pas le droit de vous installer sur ce terrain-là, allez-y. Pourquoi on attend 30 ans, plusieurs générations après, pour les vider comme des malpropres? Merci, madame. La mairie et la construction, ça fait deux. La mairie, même si vous êtes au beau milieu du goudron, je dis bien, où on circule là, vous êtes au beau milieu, la mairie va vous donner son ticket. La mairie n'intervient pas dans les histoires de terrain. Le plan d'urbanisme, ça se trouve au ministère de la Construction. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un suivi sur les réserves de l'État? Non, les réserves de l'État, une fois c'est fait, avant de t'installer, demande. Si vous partez à la mairie pour demander est-ce que cet endroit-là est propice pour exercer, la mairie vous dira. Mais la mairie vient vous trouver déjà installé. Vous-même, vous vous installez avant que l'agent de la mairie n'arrive. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui n'est pas très d'accord avec ça. Mais donc, si je veux bien vous comprendre, vous dites qu'il y a un plan qui est déjà là, qui est bien tracé depuis de nombreuses années. Effectivement. Et que c'est parce que ce n'est pas respecté qu'aujourd'hui, l'État peut se permettre de venir casser. Voilà. Parce qu'il y a déjà un plan qui est là. Monsieur, est-ce que c'est votre cas? Vous pensez que vous n'avez pas respecté le plan d'urbanisme qui était là Non, tu sais, je réponds directement à M. Nguessan, parce que peut-être il ignore beaucoup de choses. Je suis M. Gadou Philippe, président du syndic des déguerpis de Cocody, en même temps agent de mairie de Cocody pendant 14 ans. D'accord. Je viens de sortir de la mairie de Cocody, je connais. Donc où il va là, vraiment c'est un terrain glissant pour lui. Okay. Il ne connaît pas. Je remercie d'abord les responsables de cette émission, en tant que président. Et ce qui nous est arrivé, c'est la première fois qu'une télé nous appelle pour en parler. Donc vraiment, tous mes remerciements aux responsables de cette émission. Notre cas n'est pas un cas de terrain, c'est un terrain viabilisé, clôturé, des maisons en bonne et due forme. Donc on ne peut pas venir dire qu'on n'a pas reçu. Moi je dis, et je continue de dire toujours, c'est le père qui met au monde, pas le fils. Parce que la CICOJ qui se permet d'être le responsable de ce terrain, la CICOJ est née en 1969. Les quartiers existent depuis 1955. Donc c'est le père qui met au monde, non pas le fils. Donc la CICOJ est venue trouver ces maisons. Ils ont été cooptés par le président Foubani pour la gestion de ces maisons. Pas propriétaire. Parce que tu peux être un huissier, tu peux gérer la maison de quelqu'un, mais tu ne peux pas être le propriétaire de la maison. Donc ce qui nous arrive, je le dis que, je reconnais que nous sommes dans un état de droit. Donc si le droit doit marcher, il doit marcher dans tous ses compartiments. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous partons en justice, et nous sommes encore en justice, bien que vous avez gagné, si vous dites au locataire, vous avez 3 mois, ce n'est pas après 8 jours que vous venez les déguerpir. C'est le cas de Danga. D'accord. Mais vous, particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que c'était votre maison. Oui, parce que quand on va rentrer dans les détails, on va rentrer pour vous dire que déjà, si Koji qui sait prévaloir être propriétaire de ces maisons, n'a aucun document. Nous avons un document, nous avons un contrat en bonne et due forme avec le créateur de ces maisons. Ah, d'accord. Allez-y. Voilà. En fait, ce que M. Gadou dit, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec l'administration. C'est du pur privé. Eux, ils ont été logés par les CICOJ, je ne sais pas si c'est l'Institut, voilà, qui a construit un bâtiment sur un terrain pour eux. Et le terrain, aujourd'hui, c'est ce terrain-là qui est litigieux. C'est pour cela qu'eux, ils ne sont pas, ils ne font pas partie de ce que j'ai dit comme... Oui, vous évoquiez la question du déguerpissement de manière générale. Ah, d'accord. Oui, c'est un cas spécifique. D'accord. voilà. C'est bien de faire la correction. Oui, c'est bien de faire la correction, mais tout à l'heure, il a dit que la CICOJ est arrivée en 69, tandis que ce terrain-là est là et les constructions sont là depuis 55. Enfin, il y a un petit problème de... Oui. Oui. Oui, je me présente, je suis M. Kosobe Zakaria. Oui.
secrétaire général du syndic des dégapés de Cocody Danga. Donc, je prends la parole à la suite de mon président pour dire que nous avons signé des contrats de location simple avec la SICI. D'accord. SICI, Société immobilière des habitats à bon marché de Côte d'Ivoire. Ok. Nos contrats ont été signés depuis 1955. Nos parents habitent là-bas depuis 1955-1956, avant même la création de la SICOJ. D'accord? Et le promoteur immobilier, qui était M. Laurent Clouzet, un expatrié français, décède. Le président Félix Houphouët-Boigny crée la SICOJ par la suite et leur confie la gestion de ce patrimoine immobilier. D'accord? Par la suite, la SICOJ constate qu'il y a du potentiel à recueillir. Ils augmentent les loyers. Alors nos parents se lèvent et vont voir le président Félix Houphouët-Boigny qui prend un arrêté en 1970 demandant à la SICOJ de ne pas changer. Au fur et à mesure de la constatation comptable des ressources propres et empruntées ayant servi à la construction de ces logements, la SICOJ doit céder. C'est clair, nous on n'a pas créé. Et c'est écrit noir sur blanc, journal officiel de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord? Donc, en 1992, nos parents ont constaté que les affaires piétinent. Rien n'est fait. Donc, nos parents sont allés voir le maire, Mel Théodore, pour lui demander mais, monsieur le maire, on a un souci avec notre quartier. Donc, essayez de voir. Le maire écrit à la SICOJ répond au maire pour dire en retour, nous vous informons que les logements situés dans ce quartier de Cocody Danga sont dans les logements situés, effectivement, les logements situés dans ce quartier de Cocody Danga seront en vente. D'accord. Seront en vente. Donc ça, c'est l'annonce qui est faite en 92. En 92, bien sûr. Et aujourd'hui? Par la suite, d'accord. Il y a eu un décret du président Bédier qui demande de céder tous ces logements, ce patrimoine immobilier que la SICOJ détient. Céder tout. À qui? Aux locataires? Aux locataires. Donc encore une fois, l'État, toujours du côté Voilà, l'État dit de céder. D'accord. Et la SICOJ elle-même qui nous écrit pour dire que, conformément aux décisions du Conseil de ministres du 1er juillet 1994, la SICOJ vous proposera bientôt la vente des logements pour lesquels vous avez signé un contrat de logement simple. D'accord. D'accord? Et votre logement passera de 3 910 francs à 7 550. Ce pendant 5 ans. D'accord. OK. D'accord? Donc, nos parents se sont levés, ils sont heureux parce qu'ils ont gagné une bataille. Ils se dirigent vers la SICOJ pour dire, nous on a reçu le courrier, donc on vient s'acquitter des différents montants. On dit non, bon, c'est une décision qui a été prise, mais encore entré en vigueur. Ce n'est pas encore entré en vigueur. Vous attendez, quand ça serait fait, on vous le dira. On vous informera. D'accord. Et les années passent. Nous, on était encore très jeunes. Les années passent. Rien n'est fait. Donc, quand on a commencé à devenir adulte, nous avons... On a pris le relais aussi. On a pris le relais de nos parents parce que la grande majorité, certains étaient décédés. Donc, on a pris le relais. On a commencé à écrire à la SICOJ et on a commencé à faire des recherches.
Et on a trouvé certains documents que nos parents même n'avaient pas. D'accord ? Alors, juste par souci de temps, je vais vraiment devoir vous demander de Enfin, résumer et d'arriver aujourd'hui où on en est. Quel niveau? Voilà, on est à quel niveau? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons été déguerpis C'est ça. de façon injuste. Oui, mais est-ce que l'État vous a quand même adressé quelque chose pour vous dire, bon, on vient vous déguerpir dans tel moment? Non, je dirais non. Pourquoi non? Parce que ce qui a causé même ce déguerpissement-là, c'est un courrier de 2012 D'accord. où la CICOJ dit nous avoir relogés en 1980 à Yepougon-Niangon. Ce qui n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été fait. Oh, nous n'avons jamais bougé de ce secteur. D'accord. D'accord. Donc, je pense qu'en fait, les cas de déguerpissement sont au cas par cas. Voilà, c'est au D'accord. cas par cas. Alors, messieurs, on va continuer la conversation. D'accord. Je vous interromps pas, mais de toute façon, le débat continue, hein, la discussion continue. On va se retrouver juste après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous prendre en cours. Vous êtes sur NCI dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de l'urbanisation et du déguerpissement. Nous sommes avec Philippe Gadou, président des déguerpis de CICOJ Danga, Kosobé Zakaria, secrétaire général des déguerpis de Danga aussi, pardon, et Nguessan Koukou, président de la fédération. Nguessan Kouakou, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Nguessan Kouakou, président de la fédération des consommateurs. De l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. L'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Alors, avant de partir en publicité, on a un peu évoqué les différents cas de déguerpissement. Je pense que vous, Danga, c'était un autre cas. Le président des consommateurs aussi a parlé du fait que normalement, l'État avertit certaines personnes parce qu'il y a un plan d'urbanisation qui est bien fait, qui est déterminé. Et malgré cela, les gens s'entêtent. Il y a un projet de réhabilitation qui avait été annoncé pour certains quartiers, qui a été soutenu même par la Banque mondiale. Où est-ce que c'en est en ce moment? Bon, notre cas, moi je crois bien que si on veut aller dans ce cas de relogement, bon, c'est des trucs qui n'ont pas vu le jour, hein, dans notre cas. Parce que, comme je prends le directeur Loukman, qui était à l'époque le responsable de la CICOJ. Avec ce gars, on a eu beaucoup de discussions. Il y avait beaucoup d'avancées. Ou même, on est allé même jusqu'aux visites, aller visiter des maisons, comme la cité Ado, la cité Concorde. Et dans la discussion, comme on a dit, hein, il y a une discussion, il y a ce que tu peux avoir et puis ce que tu peux laisser. Donc, vu cette discussion, la CICOJ avait promis payer l'apport initial des habitants de Cocody Danga. Et après ça, on devait payer 10 millions pour que les maisons nous reviennent. Après discussion, on a vu que, compte tenu de nos moyens, on a demandé à la CICOJ d'élargir un peu le temps de paiement, soit jusqu'à 15 ans. Mais ce qui a foiré, comme je le dis, hein, c'est peut-être le non-dit, et puis parce que la CICOJ, en discussion, nous demandait à l'époque déjà de quitter nos maisons en raison de 960 000 francs qu'ils avaient énuméré, le déménagement, le transport, tout. 960 000 francs. On était encore dans les maisons. Et on a dit à la CICOJ, c'est bien beau, mais on aimerait que les 960 000, comme vous dites que les maisons ne sont pas finies, les 960 000 servent à finir les maisons et on quittait d'un point A à un point B. Parce qu'on se disait, on est ensemble, dès l'instant où les 960 000, quand on se dispersait, est-ce que la lutte pourrait avoir lieu? Donc, la discussion s'est peut-être arrêtée là, parce qu'on avait refusé de prendre les 960 000 francs à l'époque. C'est ça. Mais après le déguerpissement, est-ce que vous avez mené des actions, des discussions, encore une fois, pour qu'on vous relocalise, pour qu'on vous aide à vous réinstaller, tout ça? Mais c'est le souhait de tout un chacun, comme j'ai même parlé dans mon documentaire. Je dis, j'ai toujours la main tendue. Parce que je ne peux pas aller... Parce que je dis qu'actuellement, le gouvernement en place, le gouvernement du président Alassane Ouattara, il dit un logement, un toit, un Ivoirien. Nous demandons toujours. Nous faisons des rencontres. Nous allons vers les autorités.
Je voulais demander que... Vous vous sentez écouté? Bon, on peut pas savoir comment ils abordent notre problème. Sinon, quand je dis aux gens que le 8 mai, où on déguerpissait Cocody Danga, nos enfants étaient aux épreuves de sport, épreuves physiques. Ouais. Les enfants ils sont allés matin à l'école, ils viennent, ils n'ont plus de maison. C'est ce que ça fait. Ouais. Ils vont matin à l'école, ils sortent de chez eux à les sacs, l'école à côté. J'ai eu à batailler dur avec le directeur, parce que les enfants étaient partis. Et lui, il m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligé de prendre des familles qui m'ont aidé. Je connais ces enfants-là. Et même le curé de Saint-Jean, tout ça, nous a aidés pour qu'on puisse... Parce que c'est les plus petits. Ils sont aidés par l'école d'Anga et derrière. Les habitations sont là. On revient de l'école, c'est cassé. Il fallait voir le directeur, trouver encore des voies et moyens. Donc nous sommes là, nous attendons, nous demandons à l'État de pencher sur notre cas. Alors, ça fait 3 ans depuis que vous avez été déguerpi. Oui, bientôt 3 ans. Presque, voilà, exactement. On l'a vu dans le reportage, hein, vous avez établi des sortes d'habitations de fortune. Ça a l'air très peu vivable, hein, vos conditions de vie, mais décrivez-nous-les un petit peu. Mais ces conditions, comme d'autres le disent, quand tu vas voir, ils disent, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment les gens dorment dedans? J'ai même promis à l'animateur qui est venu, pour lui dire, s'il veut, là, il n'était pas encore tard, mais s'il veut, il peut venir la nuit. Pour voir, non. À 20h. Ouais. 20h, là, il était peut-être 16h, 17h. Oui, c'était l'après-midi, oui. Mais là, à 20h, il va venir. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, avoir une caution de maison, c'est pas... Non, exactement. C'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, du coup, je vous donne peut-être que je vous dis quelque chose. Dès l'instant, le décaissement des dégâts a eu lieu, tous les entours, comme à Nono, Blocos, ils ont automatiquement augmenté les prix des maisons. Exactement. Donc ça crée une sorte d'effet... Parce qu'ils savent que les gens sont dans les besoins. Aujourd'hui, ça fait que les gens sont là, des pères de famille sont là, ils sont obligés, avec même des enfants, dormir là et puis le matin, aller peut-être faire les petits boulots. Et les maisons qu'ils vous ont promis à la cité Ado? Mais quand on parle des maisons, ils ont promis, on allait visiter. Mais ça s'est arrêté. Je dis, c'est autant de Lookman. Ça ne s'est pas fait, en fait. Ça n'a pas été fait. Oui. Et vous, qui êtes le président des consommateurs, enfin, il y a le cas de Cocody, il y a le cas de beaucoup d'autres personnes, hein, et les déguerpissements continuent. Il y a le 4e pont qui va se faire maintenant. Il y a même des personnes qui se lèvent spécialement pour se battre contre ça. Quel est l'état des lieux? Bon, nous sommes dans un pays organisé et je pense qu'aujourd'hui, les déguerpissements qui ont lieu ont toujours un antécédent. En fait, avant de faire un déguerpissement, comme je l'ai dit auparavant, les gens, l'administration prend le temps de rencontrer les riverains. Je parle du 4e pont qui est en cours présentement. J'ai assisté à une séance de travail où l'État a envoyé des émissaires pour rencontrer les riverains et les recenser. Donc, chacun est venu avec ce qu'il a, dire ses biens qu'il a et tout. Les gens ont recensé et ils ont commencé à indemniser. C'est-à-dire, avant même que le travail ne commence, ils ont donné de l'argent à ces personnes-là. Parce qu'ils sont là et ils ont un titre. Oui. En fait, quand vous avez un titre foncier, vous êtes automatiquement pris en charge et pris en compte. C'est différent, mais il faut avoir un titre. C'est différent de celui qui vient s'installer anarchiquement. Parce qu'il y a des zones non habitables. D'accord. Vous avez raison, monsieur Nguessan, mais ceci dit, ce qu'on observe, c'est qu'on a des déguerpissements récurrents à travers la ville. Kadi a évoqué les différentes zones où ça s'est produit, et monsieur Gado aussi. Et ce qu'on voit, c'est que même quand on déguerpit une zone, très souvent, elle finit par être recolonisée, vous l'avez dit. Alors finalement, est-ce que c'est juste pas est-ce que c'est une solution qui n'est pas simplement... c'est pas un peu obsolète et inefficace que de continuer à s'entêter. Surtout, vu que la nature a horreur du vide, tant qu'on ne construit pas dessus, forcément, les gens vont revenir s'installer. Bon, il y a un problème de suivi de la part de l'État. Et puis, il y a des opérations au coup par coup. D'accord. On peut se lever pour dire, il y a la saison pluvieuse, il y a des zones dangereuses. Donc, ces zones-là, il faut
dégager les personnes là pour ne pas qu'il y ait des catastrophes. Donc, c'est des zones à risque. On les dégage automatiquement. Donc, ils ont été dégagés. L'État s'en va vaquer à d'autres occupations. Les mêmes personnes qui ont été dégagées, voyant 2-3 mois, personne ne vient là, ils reviennent en attendant la saison prochaine. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a le problème. Donc, il y a le suivi. Et ce qu'on a demandé maintenant au ministère de la Construction à travers la direction de l'assainissement ou bien l'ONAD, que dès qu'il y a déguerpissement, il faut un suivi, il faut mettre des barrières pour ne pas que les gens recolonisent. Parce que vous dites que c'est des zones à risque. Et une zone à risque doit être balisée. Oui. Donc, si vous avez dégagé les gens de là, il faut baliser pour ne plus que ces gens-là reviennent. Et c'est ce que nous recherchons. D'accord. Et donc, on a tenu avec eux des rencontres. Je crois que les déguerpissements qui vont arriver prochainement, maintenant que ça commence à aller, quand vous voyez les déguerpissements qui se font, les gens ne reviennent plus parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Donc, avant même les déguerpissements, il y a déjà des indemnisations qui se font, il y a de l'argent qu'on leur donne, on leur dit, allez-y vous reloger ailleurs. Mais est-ce que cet argent-là, c'est ça, est-ce que cet argent-là est suffisant? Parce que quand on entend 960 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à Abidjan ici? Ils ont eu beaucoup, 960 000 francs. Tu vois. Et pourtant, ils estiment que c'est pas assez. C'est pas assez. Non, écoutez bien, le nom du quartier, oui, Cocody. on appelle Cocody. Oui. Où ils sont là, le mètre carré fait à peu près, je crois, entre 500 et 800 000 francs, un mètre carré. Oui, c'est vrai, Cocody parce que Denga. maintenant, Cocody est devenu... Yopougon, le mètre carré fait 5 000. Ouais. Donc, si on a enlevé un, on lui donne 150 000 francs, on dit, va te reloger. Et d'ailleurs même, on lui a donné de l'argent, par pur humanisme, parce que là où il est, il n'est pas propriétaire. Parce que très souvent, c'est ça. Le cas dont vous parlez, il y a des cas où les gens sont propriétaires. Ils sont propriétaires, on leur a donné 900 000 francs. Non, c'est ce cas-là, nous ne pouvons pas se mélanger. Une Les zone 900 000 de là, transit. c'était pas... Non. Vous aurez le temps de rebondir dessus. On lui donne 900 000 francs pour une zone de transit. Voilà. En attendant de trouver sa maison. Puisque sa maison n'est pas encore prête, on dit, tiens, 900 000 francs, on va payer une caution quelque part. Tu te loges là avec tes enfants. En attendant que la maison qu'on t'a promis soit terminée. Donc la maison n'est pas encore finie, tiens 900 000. Si c'est fini, tu vas payer 10 millions. Mais l'autre partie n'a pas respecté ses engagements. C'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui. C'est ça le litige. Et là où ils sont là, ils demandent l'apport, c'est-à-dire que la clémence, où ils demandent à l'État de les aider parce que c'est des pères de famille. Et ça, c'est normal. Parce que oui, ils sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont éparpillés parce que les enfants ne peuvent pas dormir là, comme ça, ils tomberont malades. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit, le président de la République, qui doit les aider. Voilà, les aider, ça, c'est le droit régalien de l'État. Je sais, mais même pour revenir à ces personnes qui n'ont pas de titre foncier, on est d'accord, elles n'en ont pas. Oui. Ceci dit, même si je comprends votre point de vue, c'est de l'humanisme que de leur donner un petit quelque chose pour se reloger. Ceci dit, quand ça fait un petit moment qu'on s'est installé quelque part et qu'on a créé une sorte d'écosystème, un quartier, n'y a-t-il pas finalement aussi une responsabilité des autorités que de trouver des solutions viables pour ces personnes-là? Les responsabilités sont partagées là, à ce moment-là, parce que là, l'État a sa responsabilité parce que l'État a décrété cette zone-là, zone à risque. Dans cette zone à risque, l'État ne peut pas passer, voir des gens habiter et puis laisser. Donc, une fois que vous voyez la première baraque, il vaut mieux l'enlever tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça soit colonisé totalement et puis demain venir faire des victimes. C'est ça, Monsieur Zakaria. C'est pas normal. Allez-y. Voilà. OK. Bon, moi, je veux aller prendre contre-pied ce qu'il est en train de dire. L'État, c'est l'État c'est notre population qui a mis cet État-là sur place. Donc, cet État-là a un côté social. D'accord? Les gens ne vont pas s'installer dans les endroits parce qu'ils ont l'envie de s'installer. Non. Les gens ne vont pas s'installer dans des endroits qui sont insalubres
parce qu'ils aiment la saleté. Non. Ils sont obligés de le faire. Parce que c'est des pères de famille, ils sont des revenus moyens. C'est à cause de ça ils vont vivre dans ces endroits qui coûtent moins cher pour être plus proches de leur lieu de travail. D'accord? Souvenez-vous autant du président Bédier. Washington, où est situé aujourd'hui le stade de taekwondo? C'était des baraquements qui étaient construits là-bas. Mais il les a délocalisés sans même débourser 5 francs et construit Biabou 1, Biabou 2 et les fait partie là-bas. Aujourd'hui, il y a le stade de taekwondo qui a occupé ces lieux. Mais avant que le stade de taekwondo ne vienne occuper ces lieux, il y avait des gens qui étaient venus habiter. Mais puisqu'on les avait déjà fait partie de façon légale, mais ils étaient obligés de le faire partie de force. Mais personne n'a entendu un bruit. Ouais. Parce qu'ils savent qu'on les a déjà fait partie, on les a dédommagés, on les a relogés, donc il ne peut pas avoir de bruit. Mais quand les gens sont installés, même si c'est de façon anarchique, je dis, l'État a un droit de regard là-dessus. On dégage les populations de Gobelé. On dégage les populations de Campus Bafon. Ils vont où? Tout ce monde-là va où? Mais ils vont aller encore créer d'autres sites. C'est ça. Oui, c'est ce que je... Et le ministre a annoncé que dans quelques années, les 132 quartiers précaires seront déguerpis, soit 1/5 de la population d'Abidjan. Et c'est trop énorme. Ça veut dire que c'est énorme. C'est trop énorme. On en est où en termes de logements sociaux? Il faut créer des logements sociaux. On en est où? Et je crois que c'est... D'accord, on dit... Ils y ont pensé. Ah bon? Ah oui, ils y ont pensé. Okay. Les logements sociaux bientôt seront construits. Oui. En fait, ça sera la deuxième vague parce qu'en 1970, le président Oufoué avait créé les logements sociaux. C'est pour ça qu'il a envoyé la Sikoji, la Sojefia, parce que les maisons coûtaient 7 000, je ne sais pas combien dans son temps. Et depuis, nous sommes en 2020, on n'en a pas eu. Aujourd'hui, ça s'impose à nous. Oui, on commence à déguerpir avant de créer les logements, c'est ça le problème. Le président Ouattara, il a pensé à ça. Il faut qu'il construise les logements sociaux. Je crois que, bon, peut-être dans peu de temps, vous allez entendre cette nouvelle-là, parce que ça doit venir maintenant. Vous êtes optimiste. Ils en ont parlé. Oui, c'est vrai que récemment. Ils en ont parlé. Je pense que les logements sociaux vont sortir de terre très, très bientôt pour nos amis dont vous parlez, qui n'ont pas de... Monsieur Gadou, pas assez de moyens. Je remercie le président, parce que là même, je le dis, c'est sur ce plateau que je l'ai connu. Je l'ai déjà vu quelque part, mais... J'allais justement demander, est-ce que vous êtes en contact avec les différents... Les associations, oui. Oui, les différentes associations de consommateurs. Pour vous aider dans vos démarches. Non, mais vous voyez, c'est vrai, comme il le dit là, si c'est des trucs, ou bien c'est quelque chose où on t'a prévenu, et puis le délai attend, tu vas vers la fin de ton délai, je dis même pour ces mêmes maisons, comme je le dis, on ne va pas citer beaucoup de noms. Le président Henri Konan Bédié m'a reçu à Daoukro. Et il a diligenté le ministre de la Construction. Parce qu'il y a tous les dossiers pour dire. En ce moment, on n'est pas encore cassé. Hein. On n'était pas encore cassé. On est parti mardi. Il nous a dit, vous avez les dossiers. Parce que quand j'ai fini d'élaborer, il m'a dit, est-ce que vous avez les dossiers? On a pile de dossiers. Il a regardé. Il dit, je vais en parler au ministre de la Construction. À l'époque, qui était le ministre de la Construction. Isaac D. Isaac D. Avec tout ça, ça n'a pas eu effet. On est rentré de ministère en ministère. On allait voir toutes les institutions. Assemblée nationale. On s'est chargé. Assemblée nationale. Cour suprême. Tout le monde est informé. On implie, on a déposé. Mais ça n'a pas servi, ça n'a pas fonctionné. Finalement, je me dis qu'il y a Sékou Sylla de l'ONG Colombe qui avait dit qu'il y avait beaucoup de corruption et d'abus de pouvoir dans cette situation parce que, je cite, que l'État doit normalement planifier car ils ont une stratégie d'expropriation pour donner des terrains aux plus riches.
Donc, du coup, les plus riches deviennent plus riches, les plus pauvres deviennent plus pauvres. Est-ce que vous pensez qu'il y a un abus de pouvoir derrière? Et ce sera la dernière question parce qu'on n'a plus... Oui, c'est la dernière. Abus de pouvoir. Non, tu sais, moi, je suis dans une situation de demandeur. Ouais. Voilà, je suis dans une situation de demandeur. Donc, chez moi, ça a été déjà fait. Et ce qui a minimé, ce qui était en bas, vraiment, je ne vois pas l'importance de dire qu'il y a eu des trucs. Parce qu'aujourd'hui, Danga est cassé, on va vers 3 ans. Mais il n'y a même pas encore une brique. Il n'y a même pas... qui est déposé. Le terrain. Donc si on devait attendre 3 ans, on peut encore rester dans ces maisons. C'est ça. Et l'État allait commencer à chercher. Donc Une moi, je question, dis... et monsieur Zakaria, on va vous écouter aussi sur la question. Oui, par rapport à cette question, je pense que les associations de consommateurs sont bien placées. Dès que vous avez vent d'une telle situation, n'hésitez pas à vous approcher des associations de consommateurs parce que nous sommes le relais de la population, l'État, et de l'État à la population. Donc, s'il y a eu un déguerpissement fantaisiste pour confier ce terrain ou bien pour attribuer ce terrain à un soi-disant riche, si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord. Ouais, Si vous êtes propriétaire. Si Ouais, vous êtes propriétaire, c'est bon. si vous êtes propriétaire, parce que C'est ça. être propriétaire veut dire que vous avez un titre foncier, Oui, tous les documents. vous avez un ACD, C'est ça. en bonne et due forme. Mais n'allez pas comme ça dire c'est mon terrain. On vous demande mais... On va prendre votre dernier mot et puis ce sera la fin. Vraiment, je vous remercie. Mais sur la question, je dirais que l'État a un volet social. À telle enseigne que, juste après le déguerpissement, le Premier ministre d'alors, père à son âme, M. Amadou Gon Coulibaly, s'est arrêté sur le site, dans les gravats. Il nous a dit, aujourd'hui, le ministre de la Construction va vous recevoir. Écoutez bien. Et on s'est organisé, séance tenante. Le ministre nous a reçus cet après-midi-là. Il y avait 2 ministres. Le ministre de la Solidarité, le ministre de la Construction, et ça a été arrêté. Bon, vous serez relogés. Nous allons en conseil des ministres demain, vous serez relogés. Le lendemain, on s'en va. On dit, bon, il n'est pas question de relogement, mais il est question d'accompagnement au relogement. Ok. Un jeu de mots. Ok. Et là, maintenant, qu'est-ce Rien. Rien. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'aujourd'hui, rien ne fait. Malgré la formule qui a changé, toujours rien. Ouais, la formule est toujours là, on est toujours des Merci à tous les 3. C'est tellement... ça fait mal au cœur quand on entend ça. J'espère qu'on a fait un peu le tour. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été. On espère que ça sera entendu. Merci. En tout cas, que votre plaidoyer sera entendu. Absolument. Vous ne partez pas. On se fait juste une petite pause, et on se retrouve après la pub. Merci. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, votre émission préférée sur NCI. Alors, le programme continue, on change un petit peu de ton et on part en culture avec la Minute Culture de Dija. Alors Dija, aujourd'hui dans la Minute Culture, qu'est-ce que tu as prévu? Alors, je vous ai déjà parlé de ce restaurant qui allie avec brio gastronomie et art, qui s'en souvient. Oui, c'est vrai, la Villa El Fira. C'est vrai, je crois que c'est ton des restaurants préférés. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça nous donne en tout cas. Ouais. Et ce restaurant-là a donc sa salle d'exposition maintenant. D'accord. Elle va ouvrir ce soir. Et il y aura un artiste peintre ivoirien, et non des moindres, Jacob Bleu, qui va exposer donc, à la Villa pour le lancement, l'ouverture de cette galerie d'art-là. Et il faut savoir que Jacob Bleu, qui va donc exposer ce soir, est un artiste peintre qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui a reçu plusieurs distinctions. Il totalise d'ailleurs plus de 20 années d'expérience dans le domaine artistique et culturel. Donc, au nombre de ces distinctions, en 2007, il reçoit la distinction du Chevalier du mérite culturel ivoirien. En 2016, le prix d'excellence cinéma et art visuel pour ses actions en faveur de l'art.
En 2017, il reçoit le prix Fierté d'An de la région du Tongpi pour sa contribution active à l'organisation du festival Tongpi Niidale, j'espère que je prononce bien, de promotion des cultures d'An et des cultures alliées. Donc, c'est vraiment pas un petit, quoi. Non, oui, même moi qui suis très calée en art, là, je le connais très bien. Quoi, il est vraiment très engagé. Et oui, grand promoteur de l'art local, c'est ça qui est bien. Dans l'art. Donc, je vous le dis. Et croyez-moi, vous n'avez absolument pas envie de rater ça. Donc, allez voir, allez découvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent de qui il s'agit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas trop calés en art et qui ne le connaissent pas. C'est le moment d'aller découvrir Jaco Bleu. Moi, j'adore. En tout cas, d'accord. Voilà. Et donc, c'est l'exposition qui aura lieu ce soir. À la Villa Alfira à partir de 17h. Et c'est gratuit, c'est cadeau. Ah, c'est ça. C'est la question qu'il faut dire. C'est très important. Vous n'avez pas d'excuse. C'est vrai que souvent, on se dit s'il faut payer pour aller découvrir. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y aura un petit cocktail aussi. Bien sûr, comme d'habitude. Et pareil, les boissons sont offertes peut-être. Exactement. Donc voilà, tout est réuni pour découvrir l'art. Oui, j'adore. C'est ça, parce que quand tu dois découvrir quelque chose, il faut qu'on te motive, tu vois. Exactement. Ça motive. Et puis, j'ai un petit bonus. La semaine dernière, on parlait de tourisme, de promotion du tourisme local, etc. Et donc, la semaine prochaine, le 6, donc ce week-end-là, il y a des jeunes qui organisent, qui ont à cœur de la promotion du tourisme local, etc., qui organisent une excursion. Une excursion, pardon, je vais y arriver. C'est une balade lagunaire pour découvrir l'île Boulé et un village qui s'appelle Bacré et un lac donc, qui porte le même nom, le lac Bacré et le village Bacré du coup. Et il y aura plein du kayak, la randonnée, plein d'activités physiques qui vont vous permettre de passer un bon moment, un bon samedi. C'est un aller-retour. C'est que tout le monde n'a pas le temps et tout le monde ne veut pas consacrer tout son week-end quand même à la découverte. Il faut se reposer pour reprendre le boulot. Donc ce samedi-là, vous pourrez aller découvrir l'île Boulé. On connaît un peu tous l'île Boulé, mais on connaît le côté hype. Yes. On ne connaît pas vraiment le côté... C'est vrai. Les resorts un peu... Exactement. Voilà, on ne connaît pas vraiment le côté plus nature et tout ça. Donc c'est le moment, c'est l'occasion de découvrir ça. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter le 07 79 18 17 78. Voilà. Tu vas y aller, toi, j'imagine? C'est ça ton week-end? Déjà, non, c'est bien. Tu te fais plaisir, c'est bien. On sent que tu aimes la vie. Exactement, je te confirme ça. J'adore la vie. Bon, d'accord, les filles. Donc, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans notre jolie rubrique Sans tabou tout de suite, après la pub. Retour sur le plateau des femmes d'ici. Et comme vous l'avez vu, nous sommes dans notre laboratoire pour la rubrique Sans tabou. La rubrique que vous aimez, là, c'est ça. Sans tabou. Ou bien, déjà, c'est ça, ils aiment, non? Ils aiment ça quand ça fait, quand on dit les trucs. C'est vraiment la partie la plus croustillante et juicy de l'émission. Alors aujourd'hui, on a encore une question croustillante. La question est, est-ce que vous pensez que les femmes trompent toujours par émotion? On a fait un sondage et 39% des personnes ont répondu oui. Les femmes trompent toujours par émotion et 61% des personnes ont répondu non. D'accord. Donc la majorité plutôt non. Ah oui? Alors dis-nous. Je suis parmi les 61 personnes qui ont, enfin les 61% de personnes qui ont répondu non, parce que je pense que les femmes ont des besoins au même titre que les hommes. Que c'est pas que les hommes qui flashent sur une fille et que c'est que physique. Ça arrive aussi aux femmes. De rencontrer quelqu'un et puis de... Quelqu'un respire. On sait que... oui, mais elle a raison, c'est la féministe en elle et moi aussi. Non, mais c'est vrai. Parce que je peux rencontrer un gars, j'ai pas forcément envie de courir toute la vie avec lui. Je veux que ce soit juste là, et puis c'est tout. Parce que c'est ce qu'on voit régulièrement chez les hommes. Et on se dit, non, les femmes, on a tout le temps cette étiquette de femmes fragiles, elles sont trop douces, fleurs bleues, elles ne pensent qu'à l'amour et tout ça. C'est pas vrai. Hein. Pas vrai. Tu sais quoi, la plupart du temps, je suis vraiment plus comme Dija, qu'on arrête de caricaturer un peu la femme. On est pluridimensionnel, on peut avoir des besoins effectivement physiques et ne pas complètement être tout le temps mu par les émotions. Ceci dit, dans mon expérience, pas personnelle, mais disons d'entourage, de personnes proches, de copines ou eh bien, disons que souvent, ce qu'il y a, c'est que dans le mariage ou dans la relation, il y a un vide qui, pour le coup, est un peu émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que le mari ou le conjoint ou le copain n'est pas disponible, ne prête pas assez attention ou n'est pas là. Et en fait, moi, personnellement, je n'ai connu aucune femme qui trompait vraiment purement pour des raisons physiques. C'était souvent parce qu'il y avait un mal-être dans la relation.
Et donc, c'est pour ça que du coup, je me demande si c'est pas... Je sais pas. Alors moi, je pense que c'est les deux. Je pense vraiment que c'est les deux. Généralement, on a tendance effectivement à voir les femmes qui trompent par émotion parce que la femme est fragile. Elle recherche, au-delà de l'aspect physique même du sexe, elle recherche quelque chose, elle recherche l'attention, l'amour et tout. Tu vois, c'est pour ça que même après avoir fait l'amour, la femme, elle aime qu'on la câline, on la... Mais ça, c'est pareil, il y a des femmes qui aiment pas ça. C'est pas tous les hommes, il y a des hommes là, ils aiment ça, mais il y a d'autres aussi. C'est-à-dire pour eux, c'est pas tout de suite instinctif, tu vois, comme la femme. Donc, on se dit tout de suite que la femme, elle aime l'émotion, elle, c'est ça qui est important pour elle. Mais par contre, il y a des dames qui trompent pour l'argent, par exemple. Quand le monsieur n'arrive pas à assurer financièrement, elle va parce que c'est elle qui s'occupe du foyer, elle trompe. Non, mais la femme peut tromper, par exemple, au travail parce qu'il y a des faveurs ou bien des trucs comme ça. Tu vois, donc, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Donc, pas toujours émotionnel. Mais toujours... Non, la femme trompe parce que. La femme trompe parce que. On ne doit pas mettre de parce que. Les hommes trompent fin. Voilà. Donc, les femmes trompent fin. Voilà. Mais les hommes aussi, il y a des raisons, je pense. Non, pas pour la plupart du temps, c'est physique. La plupart du temps, il a vu une fille, il aime ses formes, il aime ses courbes, il a envie de cette fille-là. Moi, je pense que pour les hommes, la plupart du temps, c'est l'ego. Pas vraiment physique. Pour les femmes, c'est pareil. J'ai vu un gars, il a un beau corps, il me plaît physiquement. Je vais vers cet homme-là, c'est purement physique. Après ça, je me casse, il n'y a plus rien. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être. Mais en fait, vous voulez tout. En fait. Non, déjà, c'est pas qu'on veut justifier. Non, c'est pas la justification. C'est le fait de dire non, les femmes, c'est un peu comme si on était des œufs. Les femmes, là, elles sont parfois très vicieuses aussi. Oui, ça, c'est vrai. De faire les choses. Mais là, de toute façon, on ne parle pas de vice, même. Non, mais parce que c'est non, les femmes... Non, c'est pas non, les femmes. C'est pas comme si on prenait les femmes comme des œufs. On essaie de prendre on essaie de prendre la généralité. Tu vois, non? Oui, c'est vrai que non, c'est clairement de la généralisation. C'est la généralité. Il y a des femmes, généralement, c'est par émotion qu'elles trompent, effectivement. Parce que mais les hommes aussi ont des émotions. Peut-être qu'ils les montrent moins, mais ils ont des émotions. Donc, si une femme trompe parce qu'elle manque d'amour à la maison, l'homme aussi trompe parce qu'il manque d'amour à la maison. Parce qu'il manque d'attention. Donc, dans ce cas-là, c'est pas... L'émotion est femme, je veux pas que... Moi, c'est ça qui me dérange. C'est ce raccourci-là. Voilà, c'est ce raccourci-là qui me dérange quand on colle tout de suite les émotions aux femmes, alors qu'il y a plein d'hommes qui ont aussi des émotions, qui se sentent parfois très seuls, qui ont envie qu'on les cajole, qu'on les prenne dans les bras, au même titre que les femmes. Surtout que, on en a un petit peu parlé quand même de l'infidélité sur cette émission. Et avec notre coach, on en a parlé dans le détail. Finalement, en fait, les raisons de l'infidélité, déjà, elles sont pluriel et c'est pas vraiment genré en fait. C'est vrai que il peut y avoir tu peux t'attendre à ce que l'homme trompe systématiquement pour des raisons physiques, mais il peut y avoir d'autres raisons. Et moi, je pense que c'est pas forcément, la raison principale pour les hommes. Ça peut souvent être l'ego, parce qu'il y a quand même ce côté un peu pression des pères, le manque de maturité, plein de choses. Quoi qu'il en soit, tu as raison que le fait de caricaturer un peu soit les hommes, soit les femmes, c'est pas forcément la façon de voir les choses. C'est ça qui me dérange. Mais moi personnellement, c'est vrai que les gens que je connais. Mais c'est quoi? C'est un échantillon. Et moi aussi, en fait, généralement, c'est ça que je dis. Généralement, en fait, les personnes que je connais, quand des gens qui trompent. Non, on connaît pas les gens qui trompent là, mais on veut dire que. Non, mais attends, de toute façon, tu vois, même dans les causeries entre filles, tu vois, non, quand tu sais que si quelque chose peut pousser quelqu'un à tromper, tu sais que c'est peut-être parce qu'elle a un manque quelque part. Et généralement, c'est émotionnel. Un mal-être, il y a quelque chose qui va. On discute avec les hommes. C'est rare de voir une fille en couple bien heureuse avec son conjoint qui va dire j'ai vu ce gars-là, il me plaît, attends, je vais me le faire. Non, mais il te plaît. Mais alors de là à passer à l'acte. Parce qu'après, tu as aussi la partie ok, certes, tout le monde est attiré par quelqu'un qui peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas son époux. Ça peut arriver. Oui. Mais de là à passer à l'acte, il y a quand même il faut qu'il y ait quelque chose qui va te galvaniser. Et effectivement, le fait que tu es malheureuse à la maison, tu peux dire bon, de toute façon, je suis malheureuse, je me vois pas divorcer. Et puis tu passes. Oui. Peut-être que ça peut te permettre de sauter le pas. Alors après, la tentation, le fait d'y avoir pensé, je pense que c'est le cas de tout le monde. Déjà l'infidélité. Le fait de penser le fait de penser à d'avoir pensé à. T'es couché à côté de ton mari, tu penses au beau corps que t'as vu. Ça, c'est de l'infidélité, ça. Moi. Déjà pas, donc faut arrêter ça. Faut pas exagérer. Ça commence. Ça, c'est du fantasme. Le fantasme, ça peut pas te donner. Non, ça c'est pas l'infidélité, tu es sérieuse. C'est ça qui te motive. Non, ça motive pas ça. Ça motive pas. Rigoler. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si jamais tout le monde doit abandonner ses fantasmes dans un mariage, ça peut devenir, au bout d'un moment, au bout de 15, 20, 30 ans, ça peut devenir un peu... Il y a fantasme et fantasme. Le fantasme du gars que tu sais que tu peux pas avoir, c'est une star de cinéma. Ah oui, j'ai déjà eu cette conversation avec. Mais fantasme de quelqu'un que tu sais que demain, tu peux te toquer et puis il va te répondre là. Ça, c'est plus
fantasme. C'est plus fantasme. Ouais, je C'est suis réalisable. d'accord, c'est Ouais, réalisable. c'est Bon, on va revenir à notre sujet qui est là. On va laisser Pour revenir au sujet, Oui. je pense que les femmes ne trompent pas nécessairement par émotion. Elles trompent aussi Anan? et que c'est physique. Moi, je pense qu'elle a raison, en réalité. Et je pense que, surtout à mesure qu'on avance dans les mœurs et que la société évolue, c'est de moins en moins le cas, parce que les femmes sont de plus en plus libérées. Mais c'est vrai que, encore une fois, dans ma connaissance du sujet et dans mon interaction avec des femmes qui ont été concernées par l'infidélité, c'était un peu plus les émotions. Ouais. C'est un échantillon, donc ça ne représente pas forcément la majorité. Mais je pense que c'est ça. Vous avez tout résumé. Beaucoup de femmes trompent par émotion, mais en même temps, beaucoup de femmes trompent aussi pour d'autres raisons. On ne sait pas. Et vous, je ne sais pas ce que vous pensez. Vous pouvez continuer à débattre depuis chez vous ou laisser même vos impressions et vos opinions tout en bas de la page Facebook de NCI. Nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, sur le même plateau avec toutes ces dames-là. Bye bye. Bisous.